Alors c'est vrai qu'il y a un an, on accusait le président Macron de s'en prendre, on s'en souvient, aux classes moyennes de retraités. Et puis la crise des Gilets jaunes est passée par là. Et désormais, manifestement, les cadres sont dans le collimateur du président. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? On sait que vous ne l'aimez pas, mais bon, voilà. Ah, non, c'est plus compliqué que ça. Mais simplement, les faits, on s'en tiendra aux faits. Et je vais vous donner quelques exemples qui montrent que Emmanuel Macron néglige, malmène largement les cadres. D'abord, sur la retraite, la réforme par points, elle va prendre en compte l'intégralité de la carrière des cadres. Et non les 25 meilleures années. Donc, vous voyez, il va y avoir effectivement un manque à gagner. Il y a aussi la fameuse taxe d'habitation, alors qui ne concerne pas spécifiquement les cadres, mais les 20% les plus aisés qui, eux, ne seraient pas totalement exonérés, ils devront attendre jusqu'en 2023. Donc, effectivement, il y a quand même un choix qui se fait au détriment des cadres. Et puis, la réforme de l'assurance chômage. Bien sûr, ouais, là, quand même, on sait qu'il y a une dégressivité des indemnisations et concrètement, les salariés qui gagnent plus de 54 000 € bruts par an verront leur indemnité amputée de 30% supplémentaires au bout de 6 mois de chômage. Ça a été très bien expliqué par Mathieu Chesne qui a publié dans le Figaro Vox récemment un texte sur ce sujet-là. Oui, mais si on demande quelques efforts aux cadres pour derrière donner un peu plus aux classes moyennes, c'est une forme de redistribution, vous devez applaudir. Oui, alors effectivement, on pourrait dire que c'est une sorte de Robin des Bois des temps modernes qui prend au cadre pour donner aux gilets jaunes. Et il communique largement là-dessus, il faut bien l'avouer. Et peut-être que comptablement, on peut l'appréhender comme cela. Sauf que c'est bien beau pour calmer les ardeurs des gilets jaunes, mais à regarder de plus près, ce sont finalement des arbitrages qui sont rikiki. Ce sont des arbitrages qui ne pèsent pas grand-chose. Autrement dit, il veut paraître un acte 2 qui étant celui de la redistribution à l'aune de ces quelques arbitrages, mais en fait, ça masque une incapacité qui est, je dirais, institutionnelle, qui n'est pas liée forcément à lui. C'est exactement ce qu'avait fait François Hollande en fin de mandat. Cette incapacité à avoir des marges de manœuvre monétaires. Donc il distribue des miettes, c'est ça? Bah oui, c'est-à-dire qu'il n'a pas de marge de manœuvre monétaire, on ne peut pas d'évaluer. Bon, il n'a pas de manœuvre budgétaire, on ne peut pas faire plus de 3% du déficit, alors qu'on pourrait, compte tenu de la baisse des taux d'intérêt et même des taux négatifs. Il n'a pas de marge de manœuvre, je dirais, industrielle parce que, on ne peut pas faire de protectionnisme, on est sous le règne du libre-échange avec l'Europe. Donc, à partir de là, vous avez un président qui est obligé finalement de faire des arbitrages paramétriques, des arbitrages de quelques millions. Songez par exemple que l'assurance chômage, c'est des économies pour l'État. On est en milliards sur les économies pour l'État. Oui, mais pour l'ensemble des mesures. Exactement, sur les chômages spécifiquement, sur les cadres spécifiquement, c'est 200 millions. Ah ouais. Bon, vous voyez, vous ne faites pas une politique de redistribution avec 200 millions. Enfin, c'est bien gentil ça, mais vous voyez, de la même manière que vous dites, je ne fais pas faire payer les cadres, je ne vais pas exonérer les cadres de taxes d'habitation, d'accord, bon, effectivement, d'accord. Enfin, tout cela, plus tard, bon, tout cela est quand même rikiki, tout cela traduit, je dirais, on pourrait appeler ça une forme de redistribution social-démocrate keynésienne un peu. Mais au fond, ce n'est pas à l'aune de ça, ce n'est pas à l'aune du principe qu'il faut regarder, qu'il faut juger, c'est à l'aune des sommes déplacées. Elles sont ridicules. L'épaisseur du trait, comme on dit. Pardon ? C'est l'épaisseur du trait. C'est l'épaisseur du trait et ça montre bien qu'en com, ça peut marcher, en disant c'est un arbitrage qui est comptablement favorable aux classes moyennes. En vérité, ça ne change pas du tout le système. Ça ne change pas le système, je dirais, le fonctionnement du système. Après, et là, on arrive à la limite d'ailleurs. Ouais. Si on reste sur les cadres, on a souvent lu les cadres, Vachalet, d'Emmanuel Macron. Comment ils réagissent les cadres? Parce que, pardon, mais c'est un peu son électorat quand même, non? Absolument. Là, c'est là où il y a quand même, à mon avis, il est assez fin là-dessus, il la joue assez finement, parce que le dernier sondage BVA montre que les CSP+, donc classe sociale supérieure favorisée, on va dire, 54% font plutôt confiance à Emmanuel Macron, ou plutôt ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. C'est 20 points de plus que la moyenne des Français. Donc, très paradoxalement, vous dites, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de c'est étrange? Pourquoi ils sont magnanimes comme ça? Eh bien, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. En fait, ils ne vont pas retourner sur l'aile gauche, dans le bercail socialiste, puisque je dirais que
tout ce qui plaisait aux cadres, c'était plutôt le côté un peu libéral, social-libéral, mais ils l'ont chez Macron, je dirais, sous une forme chimiquement pure. Ils ne vont pas non plus, pour ceux qui sont de droite, revenir auprès de LR, qui semble manifestement ne pas être très clair sur l'économie, être plutôt avoir envie de se distinguer sur le champ sociétal. Je parle de la PMA, etc. Pas vraiment envie de... Sur le champ économique, on a du mal à voir ce que ferait, comment la droite s'y prendrait pour faire différemment de oui, Macron. apparemment. Donc on se dit, au fond, pourquoi à ce moment-là ne pas, si on a un vote de classe, pour parler comme les marxistes, pourquoi, au fond, n'irait-on pas voir La République en marche? Et puis, autre chose, et peut-être même l'essentiel, c'est que je dirais qu'il y a le vote utile a pris corps et a fonctionné. C'est-à-dire qu'on se dit, au fond, plutôt que de disperser nos voix, et prendre le risque de donner du poids au Rassemblement national, eh bien, autant être groupé derrière Emmanuel Macron. Donc c'est une indulgence par défaut. C'est un vote, exactement. C'est un vote par défaut. Et là où il joue assez bien, c'est qu'il se dit finalement, c'est un électorat qui est acquis à ma cause, compte tenu du fait qu'il n'y a pas d'alternative crédible. There is no alternative. Voilà, une political alternative, si vous voulez. Et donc je ne prends pas véritablement de risque dans la mesure où l'opposition n'émergera pas et sera capable de séduire ces cadres-là. Ou alors c'est Macron ou l'extrême droite. Voilà. Et donc, finalement, je peux les solliciter davantage en disant qu'après tout, ce sont des gagnants de la mondialisation. On m'a déjà suffisamment dit que j'étais le candidat de la mondialisation, le président des riches, etc. Et donc, je fais des arbitrages. Et puis, entre nous, on voit très bien en regardant de plus près, même s'il y a des cas très particuliers, évidemment. Je passe par exemple à des cadres qui vont avoir des dégressivités, c'est quand même un vrai problème. Mais on se dit que... De l'assurance chômage, des allocations chômage. Pardon, excusez-moi, assurance chômage. On s'aperçoit que globalement, ce sont quand même des sommes assez faibles que l'on déplace. Alors, c'est 30% de moins pour les cadres qui vont se faire sucrer au bout de 7 mois, ils ont 30% moins d'indemnité. Voilà, ce que je vous dis, c'est que sur le plan, je dirais... Avec déjà un taux de remplacement qui est plus faible. Sur le plan microéconomique, ça peut toucher véritablement des gens. Sur le plan macroéconomique, on parle de 200 millions d'euros. Donc 200 millions d'euros, c'est pas ça qui va... Vous êtes vraiment sûr des 200 millions? Je ne les ai pas vus, mais vous êtes sûr sur ce chiffre-là? Ça me paraît vraiment... Moi, j'aurais dit un peu plus, mais bon, on va vous faire confiance. Je crois que la réforme de l'assurance chômage, c'est 1,3 milliard. Pour moi, c'est presque 3 milliards sur 3 ans, mais vous me direz... En tout cas, voilà. Alors, c'est 200 millions à ce moment-là par an. Oui, par an, absolument. Donc l'idée, en tout cas, l'idée, ce qu'on retient... Mais je vais vérifier si vous voulez, vous me faites goûter. Macron, il demande un effort au cadre. Ça, c'est une réalité. On vient de le montrer par A plus B. Oui, il demande un effort au cadre pour, je dirais, s'attirer les bonnes grâces d'une classe moyenne qui, malgré tout, ne voit pas de changement dans sa vie quotidienne. De la précarité au travail, des salaires qui n'augmentent pas vraiment. Donc des services publics, c'est très important, des services publics qui sont malmenés dans des zones périphériques. Donc il n'y a pas de raison objective pour que je dirais que les gilets jaunes et que la colère des gilets jaunes, je dirais, tombent. Alors après, il peut y avoir un effet de lassitude et effectivement, il y a eu des gestes en faveur du pouvoir d'achat, mais ça reste relativement faible si vous regardez à l'aune d'une politique véritablement de transfert de richesse. Mais cette politique de transfert de richesse, il se trouve, compte tenu du fait que tout ça s'insère dans un cadre européen et qui dépasse largement la question d'Emmanuel Macron et sa personnalité, eh bien, il a des marges de manœuvre extrêmement réduites, sauf à se dire qu'il veut être disruptif, pas simplement sur le plan partisan comme il a fait sur le plan des partis politiques, mais il faut être aussi disruptif en Europe en disant après tout Maastricht, moi je dis non, c'est pas possible, on fait autrement, on se met tous autour de la table et on. Sauf qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme nous, c'est le problème aussi, qu'on ne pense pas autour de la table. Mais ça c'est un autre sujet, mais ce que je veux dire c'est un autre sujet, mais qui montre bien que finalement ces arbitrages cadres vers classe moyenne sont des arbitrages qui sont extrêmement mineurs et qui ne visent finalement qu'à proroger un système dont il est partie prenante. Bon, cette semaine dans Marianne, sinon, on va se quitter là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut lire en hebdomadaire? EDF. EDF, le démantèlement a commencé. Vous avez peut-être entendu parler du plan Hercule. Et bien, le plan Hercule, il sépare la branche nucléaire de la branche distribution et il fragilisera largement EDF en tant que, je dirais, service public indépendant et aussi
fera monter les prix fera monter les prix et pour les particuliers. également les agents quand même qui se retrouvent un petit peu avec un certain nombre d'incertitudes pour leur avenir. Je pense par exemple à des filiales qui peuvent être privatisées parce qu'elles gagnent de l'argent et des filiales qui sont comme le nucléaire qui exigent beaucoup d'investissement. On nationalise ce qui est risqué et on privatise ce qui est profitable. Voilà, vous connaissez l'adage. Trop bien, vous le connaissez trop bien. Bon, voilà, EDF, le démantèlement a commencé, c'est cette semaine dans l'hebdomadaire Marianne. Merci beaucoup, Franck. Merci. Bye.